Hello, people of the world, and welcome back on the Mary in Motion podcast. Aujourd'hui est un épisode très spécial parce que comme vous pouvez l'entendre, cet épisode se fera en français. On a décidé ça parce que aujourd'hui je suis avec Léo et il sera aussi plus à l'aise en français. On s'est rencontrés il y a environ 2 mois parce qu'on a un très bon ami en commun. Hello! Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour que nos auditeurs aient un peu de contexte? Yes, bien sûr. Alors, je m'appelle Léo, j'ai 25 ans, je suis franco-colombien et du coup, j'habite actuellement à Bruxelles où on s'est rencontrés. Et donc, tu as été adopté. C'est ça, exactement, d'où le côté franco-colombien. En gros, j'ai été adopté quand j'avais 11 mois et ensuite j'ai grandi toute ma vie en France jusqu'à aujourd'hui mes 25 ans, quoi. Ok, et donc c'est de ça dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Pour moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a été adopté, ou du moins à ma connaissance. Et ouais, donc je trouvais ça très intéressant que tu puisses partager ton expérience ici, parce qu'on en a déjà discuté ensemble, et je trouvais ça super intéressant, et je trouvais qu'il fallait que tu partages ici. Vraiment, je précise, si t'es pas à l'aise de dire quoi que ce soit, si quoi que ce soit est trop personnel, ou t'hésites pas. Moi, je veux que tout le monde soit à l'aise. Je me permets de préciser en même temps, moi ce que je vais raconter, c'est mon expérience de l'adoption. Oui. C'est très personnel, chacun le vit à sa manière, a des réactions différentes. Donc moi en tout cas, c'est comment moi je l'ai vécu. J'étais un peu gênée la première fois que tu m'as dit que t'étais adoptée, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est tabou, alors que ça m'est jamais... Enfin, j'ai jamais été confrontée à quelqu'un qui a été adopté, et j'en ai jamais vraiment parlé autour de moi, parce que c'est un sujet qui me concerne pas du tout. Mais du coup, je voulais savoir si pour toi c'est un sujet tabou, et pourquoi ça le serait, et si toi tu trouves que c'est tabou. Alors dans mon cas, je pense pas du tout que ce soit tabou, parce que j'ai déjà beaucoup médité là-dessus, j'en ai beaucoup parlé, c'est quelque chose qui est assez libre dans ma famille. Maintenant, de manière générale, pour connaître des gens adoptés, je comprends que ça puisse être tabou, parce que c'est souvent lié aussi à des traumas, parce que c'est quand même quelque chose qui est pas toujours facile à vivre, c'est pas toujours quelque chose qui est bien géré par les familles qui accueillent des enfants adoptés. Donc ça peut, je pense, être difficile d'en parler, ça peut être difficilement ressenti, et il y a des gens qui même ont tendance à le refouler. Donc oui, c'est ton expérience personnelle. Mais j'ai envie que cette discussion qu'on a, que tu ne vois pas que comme une discussion avec moi, mais comme une manière de partager ton expérience avec les gens qui nous écoutent. Déjà, je voudrais commencer sur l'identité. Donc, comment est-ce que tu as pu créer une identité? Comment tu as pu te percevoir toi-même en grandissant, en sachant que tu es franco-colombien, comme tu l'as dit toi-même, mais est-ce que tu as le sentiment d'être plutôt français, colombien, quelque chose entre les deux? En fait, c'est marrant parce que, justement, je me présente comme franco-colombien, mais depuis, on va dire, 1 ou 2 ans, en fait, j'ai compris et j'ai réalisé quelque chose de très important, c'est que l'identité, elle n'est pas unique. En vrai, on est un peu tout. C'est qu'on va dire, mais moi, j'ai grandi en Bretagne, d'une famille bretonne normande, donc ça, c'est un héritage aussi. Oui, il se trouve que je suis né en Colombie, que du coup, mon corps est celui d'un Colombien, mais toute ma culture, c'est celle d'un Français. En plus d'un Français, en vrai, j'ai envie de dire d'un Européen, j'ai fait beaucoup de pays en Europe qui ont influencé ma manière d'être. Et donc, je me présente comme franco-colombien parce que c'est la simplification que les gens ont tendance à faire, ta nationalité. Mais moi, je me vois comme beaucoup plus que ça. Je dis franco-colombien, mais en vrai, je suis autant breton que colombien, que français. J'aurais peut-être tendance à dire que je suis un peu moins colombien, mais plus parce que c'est politiquement correct de le dire, en mode, il y a des Colombiens qui pourraient se sentir offensés que je dise que je suis colombien, alors que j'ai pas tout l'héritage culturel, les habitudes de vie, mais moi, je me sens autant colombien que français, en vrai. Parce que du coup, tu l'as dit, mais t'as la double nationalité? Ouais. Parce qu'il y a le droit du sol. Ouais, et en l'occurrence, il y a le droit du sol en Colombie, il me semble, mais moi, mes 2 parents sont colombiens, enfin mes parents biologiques sont colombiens, donc j'ai la nationalité. Okay. Bon, ça, pareil, on aura sûrement l'occasion d'en revenir, mais il y a plusieurs manières d'adopter un enfant, administrativement parlant. Moi, c'est une adoption plénière, donc ça revient à faire... En fait, ça m'a permis de garder ma nationalité colombienne, parce que, pour simplifier, il y a un type d'adoption qui revient à faire en sorte que tu effaces administrativement l'identité de l'enfant et tu fais comme s'il était né en France. Okay. Moi, je suis né colombien, c'est reconnu par l'État, mais j'ai été naturalisé en fait.
Ouais, ok. Il y a plusieurs types d'adoption administrativement, j'en parle bien. Ouais, ok. Je trouve ça fou que ça existe, en gros, d'effacer administrativement le passé de l'enfant. Alors, je sais pas, je m'y connais pas vraiment en Mhm. géopolitique, je pense que ça peut aussi venir de... Simplement, il y a des pays qui refusent la double nationalité, donc tu dois Ouais, choisir. ok. Ouais, ok. Ouais, ok. Et l'État français, par exemple, peut peut-être refuser certaines doubles nationalités, je sais pas, hein, je dis des bêtises. Mais je pense que pour certaines raisons qui sont plus pratiques, tu peux être amené à, en fait, effacer avant. Ouais, ok. Ou même un choix de la famille, d'ailleurs. Ça, pareil, ça peut aussi créer des traumas, peut-être, mais t'as peut-être pas envie que ton enfant s'apparente comme un binational. Tu veux qu'en fait, il soit vraiment purement intégré. Ouais, ok. Mais tu Peut-être. trouves que toi, ça t'a pas permis de t'intégrer, d'être binational? Bah déjà, c'est... La binationalité, je l'ai toujours eu, Mm. administrativement parlant, mais c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez tard, en vrai. Je me suis jamais présenté comme un franco-colombien avant je dirais mes 15 ans, je pense. Genre, avant, j'étais français, d'origine colombienne. Mais tu comprenais ce que ça voulait dire quand t'étais plus jeune? Ouais, je pense que je l'ai vite compris. Et l'histoire un peu belle que ma maman, elle aime bien me raconter, c'est que quand j'avais 7-8 ans, j'étais en train d'éplucher des albums photos de ma famille française, de ma famille adoptive. Et je suis descendu, elle était en train de cuisiner. Et je suis allé la voir et je lui ai dit tu sais, maman, j'ai compris, mais ce sera toujours toi, ma vraie maman. Donc, je pense que je l'ai compris assez vite, d'une manière, encore une fois, très pratique. Mais tu regardes les albums de photos de famille, je t'ai dit famille bretonne normande, donc famille blanche, paysanne, ouvrière. Et au milieu, il y a un petit bonhomme qui est. Bon, je suis pas très foncé, mais quand même relativement Ouais, ça se voit que métis. t'es différent. Voilà, ça se voit. Il n'y a pas besoin d'être magicien ou d'être devin pour le comprendre. Mais comment tes parents te le racontaient quand t'étais plus jeune? Comment ils t'ont fait comprendre que t'avais été adopté? Comment ils te l'ont expliqué? Très, très clairement, je pense. J'avais pas en tête une vraie conversation parce que c'est aussi pour ça que je peux en parler aussi librement. C'est parce qu'en fait, mes parents n'ont jamais eu la prétention de me transmettre une culture colombienne qu'ils maîtrisaient pas. Par contre, ça a toujours été très libre. Ils m'ont toujours énormément encouragé, et pas en faisant les choses pour moi, mais par contre, c'était toujours vu d'une manière très positive tout ce qui avait en lien avec cet héritage-là. Donc, quand j'ai voulu choisir, par exemple, beaucoup de gens en France commencent l'anglais en CE1. Moi, j'ai commencé l'espagnol en CE1. Parce qu'en fait, je pense que c'était un mouvement mutuel, mais mes parents, ils ont toujours trouvé ça très bien que je maîtrise l'espagnol. Et en fait, c'était ma langue, quoi. Voilà. Et à l'inverse, ma petite sœur, qui est elle aussi adoptée, elle a pas du tout fait ce mouvement-là. Ma sœur, elle a fait anglais en CE1. Elle a par contre ensuite pris l'espagnol en 6e, 5e, je crois qu'on commence la LV3. Moi, c'est l'inverse. J'ai commencé l'anglais en 5e, 4e. Tu vois, c'est des petites choses comme ça, mais qui en fait font que c'était très libre. Oui, c'était vraiment ton choix. Voilà, c'était mon choix. Et c'était pas quelque chose à cacher. Jamais, jamais. Pour le coup, et c'est pour ça que j'en suis très reconnaissant, jamais. Ça n'a jamais été quelque chose de négatif, à cacher, dont on devait avoir honte, ou avec eux, avec ceux avec quoi ils étaient peut-être pas à l'aise. C'était toujours ok. Et vis-à-vis de tes amis, des camarades de classe, est-ce que t'en parlais ou est-ce que tu le disais pas? Est-ce que c'était quelque chose que tu disais ouvertement ou est-ce que c'était quelque chose dont tu parlais si on te posait la question? C'est marrant. En fait, jusqu'à un certain âge, j'avais pas conscience d'être d'une autre couleur que les autres. C'est très... Ça paraît très niais en fait. Mais les enfants... tu regardes jamais... ouais. Par exemple, là, tu vois, je regarde ma main. Mais oui, elle est de couleur. Mais tant que tu conscientises pas, je me dis pas dans ma tête, ah, je suis d'une autre couleur que Marie, qui est juste en face de moi, tu vois. Et en fait, c'est plutôt le monde qui me le renvoyait au visage. On me traitait différemment. On me posait la question, d'où tu viens? En fait, je viens de Saint-Renan, en Bretagne, tu vois. Et donc, jusqu'à un certain âge, j'en avais pas conscience. Et c'était plutôt les autres qui me le renvoyaient au visage. Les profs d'espagnol qui ont toujours été beaucoup plus... Il y avait quelque chose. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose, parce que sûrement je mettais plus de cœur à l'ouvrage, mais de toute façon, ils voyaient qu'il y avait sûrement un côté latin, donc ils avaient tendance à peut-être... Voilà, tu vois. Et passé un certain âge, je pense que à partir de mes 12-13 ans, 14 ans peut-être, c'est devenu quelque chose que j'aimais bien revendiquer. Et donc un jeu pour aborder les gens, je pense, pour aborder les filles, c'était... Je suis né dans un autre pays, j'ai grandi en France, mais je suis 100% d'un autre pays, d'où viens-je? Et c'est de deviner. Et c'était un jeu, je leur disais. C'était la manière d'aborder les gens et de casser un peu la glace, parce que du coup, ça devient ludique.
la moindre personne qui entend le pitch de la blague va dire je tente, et en fait ça brise la glace et c'était cool. Et moi j'en étais, et quelque part je pense que c'était une fierté en vrai. C'est bien, t'étais 100% à l'aise. Ouais, en C'est vrai ouais. bien. Et même du coup, je pense que ça a aussi permis que je sois encore plus à l'aise là pour en parler aujourd'hui, parce qu'en fait je me suis, dès le moment où j'ai commencé à sociabiliser, à devenir mature, à mûrir, en fait je me suis moi-même confronté à ces discussions-là. J'ai toujours parlé de mon adoption, de manière plus ou moins profonde. Avec toi on en est quand même rentré dans du deep, parce que voilà, tu t'y intéresses, mais en vrai j'ai toujours eu ces conversations-là, sur mes parents, sur l'adoption, la Colombie, ma nationalité, je les ai toujours eu. C'est quelque chose de naturel maintenant pour moi. Quelque chose dont tu es... Avec lequel je suis à l'aise, ouais. Et à part étudier l'espagnol, est-ce que tes parents ils t'ont encouragé à faire d'autres choses pour explorer tes racines colombiennes? Non, pas vraiment, mais j'ai quand même eu une petite période d'immersion forcée, parce que ma petite sœur, je l'ai dit, elle a adopté. Et donc en 2007, on est allé la chercher en fait, en Colombie. Oui, du coup elle est aussi colombienne. Elle est aussi colombienne, on n'a pas de lien de sang, elle et moi, mais on est tous les deux colombiens, on a tous les deux adoptés par les mêmes parents. Donc ici en France, on porte le même nom de famille, et Vous êtes je l'ai frères et toujours. sœurs. On est frères et sœurs, voilà, exactement. Mm. D'ailleurs, ça c'est pareil, c'est intéressant sur comment ça se passe pour adopter un enfant. En fait, Mhm. on a fait 3 mois en Colombie, parce que bah il y a des 3 mois, je dis peut-être des bêtises, mais ça doit être plusieurs semaines, une période longue, parce que bah, j'ai dû prévenir les professeurs que je m'en allais, etc. Je me souviens à l'époque, où en fait bah t'apprends à connaître l'enfant, tu vois des psychologues, tu vois des avocats, pour que justement on t'autorise à récupérer l'enfant, de manière un peu grossière, mais c'est ça l'idée quoi. Et donc pendant quelques semaines vous étiez en Colombie, et donc Ouais. même tes parents ils doivent quand même s'intéresser à la culture, connaître un petit peu vu qu'ils y ont passé du temps quand même. Ouais, ils en ont des souvenirs très chaleureux. Genre, ils ont adoré. Tu vois. Et puis, même dans le cadre, on était. Donc, c'est une œuvre d'adoption à Bordeaux qui, en gros, regroupe des familles. Et au bout d'un moment, quand il y a suffisamment de familles et toutes les familles ont trouvé des enfants, bah, ils envoient tout le monde en Colombie au même moment. Donc, tout le monde est dans une même auberge de jeunesse, une énorme auberge de jeunesse. Et donc, c'est plus facile parce que, comme ça, tu as des conseils de gens qui ont peut-être déjà adopté, ou alors tu es avec des gens qui adoptent pour la première fois avec toi. Et ils en ont des souvenirs incroyables. Et d'ailleurs, la plupart des amis que mes parents ont maintenant et qui sont pas des gens de notre région, de notre famille, en fait, c'est des gens qu'ils ont connus comme ça. C'est des gens qui sont, et en fait, c'est des gens qui sont maintenant dans toute la France, et on s'était retrouvés en Colombie. Et vraiment, ouais, on en a encore beaucoup des amis comme ça. Et donc, ils en ont des souvenirs très chaleureux, mais mes parents n'ont pas cette, comment dirais-je, cette tendance à aller chercher des infos, à aller nous mettre dedans. C'est pas trop ça. C'est vraiment ce pourquoi. Et c'est très bien en fait, parce que pour ma sœur qui est moins à l'aise avec ça, c'est bien, parce que elle est pas obligée, elle a jamais été forcée. Et moi qui m'y suis plus intéressé, parce que je suis plus vieux aussi, bah c'était cool. Mais c'était vraiment juste une positivité permanente sur les sujets, mais pas vraiment on parle beaucoup mieux espagnol que mes parents, mais mes parents baragouinent un petit peu en espagnol, mais pas plus. Voilà, c'est pas trop dans leur. Même c'est un truc de génération aussi, de pas très ouvert sur le monde et sur les différentes cultures, quoi. Tu disais que quand ils étaient en Colombie, ils en gardent un souvenir très chaleureux, mais c'est parce qu'ils étaient entourés de Français aussi. Ouais. Ils ont peut-être pas été trop au contact de la culture. Non. Bah, alors, on vivait quand même. L'avantage, c'est qu'on a quand même rencontré beaucoup de Colombiens. Bah, les avocats, les psychologues, même on était dans une auberge de jeunesse, donc tout était géré par des canchitas, ils appellent ça. Je sais pas si c'est péjoratif, je pense que c'est un peu péjoratif, mais ça, des gouvernantes un petit peu, qui s'occupent vraiment de tout. Et en fait, on a des. Alors, je me souviens, nous, c'est des moments qu'on a regardé, mais des vidéos qu'on avait avec eux, où en fait, elles commençaient à savoir ce qu'on aimait bien manger. Le soir, on dansait avec eux, les barbecues, c'était avec eux. Donc, on avait quand même développé des contacts avec des locaux, mais pas quelque chose de très authentique. C'était quand même Oui, dans un mais- certain cadre. Oui, mais c'est déjà bien Ouais, pour c'est tes bien. parents qui étaient peut-être pas trop curieux de la culture ou Ouais, pas ouais, très c'est vrai. habitués. Tu parlais de ces amis de Mhm. la famille qui étaient dans cette œuvre de... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une œuvre d'adoption. En fait, Une œuvre c'est d'adoption. plus comme on va dire une œuvre d'adoption, c'est une association dont le but c'est ça, c'est de permettre à des gens d'adopter. Ok. Nous on appelle ça comme ça, je sais pas si c'est le seul nom. Bon. Si les amis de tes parents c'est ça, est-ce que tu étais très entouré de d'autres enfants qui avaient été adoptés? Et est-ce que c'est quelque chose qui te faisait du bien d'avoir des proches, des amis qui étaient aussi adoptés, comme ça vous partagez le même ressenti? En Colombie déjà, j'étais le plus âgé des enfants qui étaient dans l'auberge de jeunesse, je parle. Parce qu'en gros,
La plupart des couples étaient là pour leur première adoption, donc c'était des adultes qui allaient avoir des enfants et qui allaient avoir un enfant. Je sais qu'on était 3 enfants d'un âge à peu près similaire. Moi j'avais 8 ans, 7 ans, 2007, donc j'avais 7 ans. Il y avait une autre fille adoptée qui avait 5 ans et un autre qui devait avoir 6 ans, je pense. Donc on était jeunes, donc je pense qu'on n'avait même pas vraiment encore conscientisé qu'on était rapprochés par ce fait d'être adopté. Mais par contre, ouais, c'était... Je me sentais bien. En tout cas, ça paraît débile, mais j'en ai des très bons souvenirs. C'est vraiment C'est aussi les premiers moments avec ma sœur, où parfois elle venait, je sais pas, une journée à l'auberge de jeunesse. Et elle avait quel âge du coup à cette époque ? 11 mois. On a tous les deux... Ok. Elle avait à peu près... Donc on allait arriver en France quand elle avait 11 mois. Donc elle devait en avoir 9-10 en Colombie. Et je me souviens, c'était chouette, qu'on nous faisait à manger. Et donc elle venait de temps en temps, parfois pas pendant des longues périodes. Au bout d'un moment, elle est venue. Je pense qu'à partir du moment où on nous l'a confiée, on est resté 1 mois encore en Colombie dans l'auberge de jeunesse. Donc c'était jouer avec elle dans le salon, faire des courses avec les autres enfants, voir ce que les autres enfants aimaient. Il y a des enfants qui adoraient les fruits colombiens, tu vois, les produits un peu locaux, les enfants qui aimaient pas du tout ça, qui préféraient des trucs un peu plus industriels. C'était marrant, je me souviens. Et ouais, j'en ai des très 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 bons souvenirs. Et après, quand on sortait de l'auberge de jeunesse, c'était très touristique français, quoi. On allait à la grande place de Bogota avec toutes les familles françaises, on prenait des photos, on achetait des bêtises, tu vois. C'était quand même... Ouais, c'était à part. Ouais, Et est-ce que tu es encore en contact avec ces gens maintenant ? Non, pour le coup, moi, j'ai pas trop gardé de lien. Je veux dire, mes parents sont encore en contact avec les familles plusieurs familles qu'on a rencontrées là-bas. Ma sœur a des bons contacts avec tous les enfants qui ont été adoptés en même temps qu'elle. Mais moi, pas trop. Pas trop parce que je pense que c'est plus humainement que ça, on n'a pas plus d'accroche que ça, quoi. Mais du coup, tu ressens pas le besoin d'avoir des amis aussi adoptés ? Non, ouais. Non, j'ai jamais ressenti ce besoin-là parce que je l'ai toujours construit par des réflexions, soit tout seul, soit avec des gens qui étaient ouverts d'esprit et qui m'aidaient à avancer. Et puis je pense que vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais on gère pas ça du tout, tous de la même manière. Et c'est très dur d'en parler avec quelqu'un. Enfin, moi, je connais beaucoup d'enfants adoptés, du coup, par l'œuvre, par des familles. Il y a des gens qui ont des rapports très compliqués. Il y a des gens, souvent à 30 ans, entre, on va dire, 25 et 30 ans, il y a un gros déclic. Et il y a des enfants, tu vois, j'ai un exemple en tête. Une fille, elle a renié ses parents adoptifs. Elle les a même pas invités à son mariage, tu vois. Elle a eu un enfant, elle n'a même pas présenté l'enfant à ses parents adoptifs. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des rapports très conflictuels, très compliqués. Moi, j'engage pas trop déjà, j'ai pas eu l'occasion, mais j'engagerai pas facilement la discussion de l'adoption avec un adopté, même si moi je suis adopté. Mais c'est pour ça qu'au début aussi, j'avais un peu peur d'en Ouais, parler avec mais pour toi. la bonne raison, ouais, hein. C'est une bonne raison. Mais peut-être le fait que t'aies une sœur aussi, qui est adoptée un peu de la même manière que toi, peut-être vous pouvez... Est-ce que vous en discutez des fois ? Non, pas trop. En fait, le rapport est tabou, pour le coup, plus chez ma sœur, parce qu'elle le vit... Je pense que... Enfin, je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais elle se revendique pas du tout colombienne. Bon, ça commence à venir. Tu vois, là, d'ailleurs, c'est marrant. Ce matin, elle a fait un tatouage. Son premier tatouage. Elle a 18 ans tout juste. Et c'est une cataleya. C'est une fleur. En fait, c'est une orchidée qui est le symbole de la Colombie, en fait. Donc, c'est que ça commence à venir, tu vois. Mais pendant des années, ça n'existait pas. C'était une petite bourgeoise bretonne, si tu veux. Même l'espagnol, voilà, mi-figue, mi-raisin. Ma sœur est très française, en fait, très française. Et dans sa manière de voir les choses, comme je le dis, ça commence à venir. Mais je pense qu'elle a préféré mettre ça sous le tapis pendant longtemps. Inconsciemment ou consciemment, hein, je sais pas. Oui, mais peut-être, tu disais tout à l'heure, c'est peut-être qu'elle grandit, mais est-ce que toi, ça a changé quand tu as grandi ou... Ouais, ça s'est quand même fait vraiment progressivement. Là, j'en parle. Je pense qu'on est à une version un peu finale, tu vois, dernier Pokémon, mais c'est long. C'est long. Et en plus, je pense que de mon côté, j'ai tendance à faire du bruit pour éluder tu vois, les vraies pensées. Et donc, ça a mis longtemps à se construire. Et je te dis, j'étais vraiment dans ce côté trouver une identité unique. Et maintenant, je suis en paix parce que je sais que c'est pas ça en fait. Ton être, c'est pas une chose. C'est une agrégation de choses, de cultures, d'héritages, de rencontres en vrai, qui font ta personne. Du coup, là, je suis en paix. Et ma sœur, je pense qu'elle est encore toujours dans ce truc de il faut que je choisisse.
En fait, non. Mhm. Personne ne demande de choisir. Les gens te posent la question de manière unidimensionnelle, parce que c'est plus simple. Mais t'as pas à choisir. Comme toi, en fait, en vrai. T'es pas que française, c'est pas ça. Ça peut pas te résumer. Mais oui, peut-être qu'elle fera son chemin Ouais, aussi. mais j'en ai aucun doute. Hein. Et le fait que je sois, bon, on va en venir, hein, mais le fait que je sois allé en Colombie l'année dernière, je pense que ça a joué. J'en ai pas beaucoup parlé, mais quand je suis rentré, que j'ai raconté mon voyage, elle était pas attentive comme elle est attentive d'habitude en disant des bêtises. Il y avait quelque chose, ça a résonné un peu. Alors ça se trouve, je me vante et pas du tout, mais je pense qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un déclic. Écoute, c'est parfait pour que tu nous en parles maintenant alors. Ouais. Donc, quand est-ce que tu es allé en Colombie? Pour combien de temps? Pourquoi? Je suis allé en Colombie. Initialement, on avait prévu 3 mois. Au final, on a raccourci parce que le portefeuille ne tenait plus. Mais on est resté 2 mois. En vrai, quasiment pile. 2 mois. Je suis allé avec un très bon ami à moi. Et voilà, en vrai, on a fait un backpack, ce qu'il y a de plus classique que tu connais, dans toute la Colombie. On avait le choix on aurait pu, si on avait voulu, je pense, faire plusieurs pays. Nous, on voulait une expérience authentique. Parce que, à la base, on devait aller au Maroc avec cet ami-là pour les études. Ça, c'est pas fait. Donc, on a dit, fuck it. On va prendre des billets, on va prendre quand même 2 mois d'expérience authentique dans un pays. On a checké les billets, Google Flight, tu connais. Et il se trouvait que le moins cher, au moment où on prenait les billets, c'était la Colombie. C'était un alignement des axes. Même lui avait beaucoup fait l'Asie. Il avait envie de faire l'Amérique du Sud. J'étais colombien. Ça faisait sens, tu vois. C'était évident. Mais donc, c'était pas un souhait de ta part au départ d'aller en Colombie? Du tout. Ah oui, ouais, d'ailleurs, oui, c'est vrai que je l'ai pas conscientisé, mais non, c'était pas, j'ai pas demandé à aller en Colombie, c'est que, ouais, je te dis vraiment un alignement des axes. C'était moins cher. Tu vois, on aurait pu aller au Pérou. Il y a beaucoup de gens qui vont au Pérou, beaucoup de gens qui vont en Argentine. C'était moins cher la Colombie. Et puis, du coup, ça faisait trop sens. C'était trop évident, la vie était trop. Mais oui. T'avais pas cette envie de faire un voyage là-bas avant? Non. Je pense. Alors, c'est dur maintenant parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça. On va dire ces 2 dernières années. 3 dernières années en vrai. Mais. Non. Je pense que j'étais encore dans ce truc où. Un peu un rejet inconscient. Parce que j'étais quand même dans une phase où je disais que j'étais colombien, j'en étais fier, on faisait le jeu machin de d'où est-ce que je viens. Mais jamais, je pense, une seule seconde, j'avais eu ce souhait d'y retourner. Parce que moi j'ai été abandonné. Et c'est aussi ça d'ailleurs d'où vient le trauma de beaucoup de gens. C'est la manière dont ça s'est fait. En fait, moi j'ai été abandonné par ma famille. Et je pense qu'inconsciemment, ça a développé de l'amertume, de la rancœur, voilà, des petits complexes, tu vois, des petits. Et donc je devais rejeter inconsciemment la Colombie, mais en fait c'était trop beau, c'était trop gros. Enfin, je sais pas comment dire, mais du coup ça devait se passer. Et j'ai toujours eu conscience dans ma tête que il y a un cheminement à faire sur le fait d'être adopté. Du coup, c'était le moment en fait. C'était le moment de cheminer. C'est juste tombé comme ça et Ouais. c'était le meilleur moment. Et... Ouais, mais j'étais très anxieux pour le coup. Oui, je me dis, il doit y avoir aussi une peur. Ouais. Parce que tu n'y es jamais allé, c'est là Ouais. là que tu viens. Mm. Et peut-être tu avais des attentes, ou des choses que tu t'attendais à ressentir. Et que peut-être tu l'as pas ou tu l'as eu. Fin... Non, mais oui, c'est exactement. En vrai, c'est ça. C'est que je m'attendais à une révélation. Enfin, je savais que ça allait débloquer quelque chose. Et moi, je suis un peu de nature anxieuse, tu vois. Et je le dis pas trop. Je l'exprime pas trop. Je mets sous le tapis, hein, comme bon, voilà, c'est schéma récurrent. Et ouais, je sentais que les mois avant, donc on a pris les billets en mars, départ fin juin et retour début septembre, mi-septembre. Et on a pris les billets en mars, et je sais que de mars à juin, je travaillais en plus, j'étais en stage, en finance, je faisais beaucoup d'heures. Et je sais que c'était un poids en plus. C'était genre, ça me stressait. Alors, en fait, j'avais peur avant d'avoir mal, mais parce que je savais qu'il y allait quelque chose qui allait se passer, que ça allait réveiller quelque chose en moi, que ça allait... En tout cas, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que ça m'ouvre les yeux, ça me fasse prendre conscience de quelque chose. Je sais même plus vraiment ce que je me disais, parce qu'encore une fois, je pense que je mettais sous le tapis.
Ou alors peut-être que j'attendais de renouer avec ce 50% que je présentais et qu'en vrai je ne savais ça m'appartenait pas vraiment. En tout cas, la manière dont je le présentais, je pense que j'avais conscience que c'était pas vraiment moi. Tu vois, je pense que c'est ça aussi. Ouais, ça me fait conscientiser des choses. Mais du coup, est-ce que t'as ressenti des choses? Vraiment, faut imaginer fin de stage un vendredi. Je suis en Colombie le lundi. On libère un appartement que j'avais avec mon colocataire du coup à l'époque en région parisienne. Vendredi, fin de stage. Samedi, état des lieux. Ou dimanche, état des lieux. Tout nettoyer l'appartement. Lundi, je prends l'avion. Donc c'était vraiment... Je pense que j'ai aussi... C'était un avantage. J'étais noyé. En vrai, j'étais noyé. J'ai pu mettre sous le tapis autant que je voulais. Et on va dire pour le bilan après voyage, en vrai, ça m'a pas fait la révélation que je pensais parce que je ne suis pas colombien, en vrai. Je suis colombien, mais je suis pas colombien. Tu vois ce que je veux dire? C'est que mon corps est colombien. Tu vois, j'ai une marque faite dans le dos. Bon, voilà, on pourra en parler. Parce que je suis né dans des tribus indigènes. Ce qui est un peu différent de ma sœur, par exemple, qui vient de la bourgeoisie colombienne. Mon corps est colombien, mon histoire est colombienne, mes racines sont colombiennes, mon ADN est colombien, mais je suis français, en vrai. Je suis français. En Colombie, c'est pas les patacones ou je sais pas quoi qui me manquait. Non, c'était le fromage, le vin. C'était la France, en vrai. C'était la France, j'adore le français, tu vois, c'est la langue française. J'adore la langue. J'aime beaucoup l'espagnol, mais je trouve que le français est d'une beauté folle. Non, en vrai, je suis français, tu vois, et ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte de ça. Pareil, les locaux, ils ont pas de doute. Les Colombiens, il y en avait quelques-uns. Au bout d'un moment, au bout des 2 mois, je pense que j'avais pris des codes, même inconsciemment, qui faisaient qu'il y avait un doute. Mais au début, las turistas, tu vois, en plus j'étais avec un blond aux yeux bleus, il y avait aucun doute, j'étais le européen, ils savaient ça, tu vois, il y avait pas de doute. Pourquoi tu penses qu'ils te prenaient pour un touriste? C'était quoi? C'est dans l'attitude? Déjà ma manière de m'habiller, je pense. J'étais pas habillé, on avait fait attention parce que même, tu vois, il y a tout ce sujet de la Colombie, dangereux, narcos, FARC, etc. J'avais fait attention à ne pas avoir de vêtements ostentatoires. Donc j'avais pas de marque, aucune marque. Mais tu vois, par exemple, moi j'adore les cargos, le vêtement. Ils portent pas ça, en vrai. Tu vois, j'étais tout le temps en cargo parce que c'est pratique. Pour se faire voler, c'est pas facile, il faut les poches, tes conforts. La boue, les randonnées, tout machin, pas de problème. Donc cargo. Mais en vrai, cargo, pas vêtements de là-bas. Donc ça, ils voyaient. Lunettes de soleil. Pour le coup, lunettes de soleil, je pense que j'avais une bonne marque, je devais avoir des Ray-Ban à l'époque. Ça, il y en a. Il y a des Colombiens qui ont des Ray-Ban. Mais les Colombiens qui ont des Ray-Ban n'ont pas certaines choses aussi que moi j'ai. Je sais pas, attitude, l'accent. Je parle bien espagnol. Mais les Colombiens savent que c'est pas un accent colombien. Ouais, ok. Quand t'es arrivé là-bas, tu t'attendais à avoir un lien avec les locaux, tu voulais partager des choses que peut-être vu qu'ils te prenaient pour un touriste, t'as pas vraiment pu avoir. Non, pour le coup, alors déjà, avantage sur vraiment spécifiquement la Colombie, au-delà de l'adoption, les Colombiens, c'est des gens hyper accueillants, chaleureux, c'est vraiment phénoménal. J'ai un peu voyagé dans ma vie. De toute façon, tu arrives à Bogota, il y a une énorme banderole, c'est El país más acogedor del mundo, tu vois, je crois un truc comme ça. Ça veut dire le pays le plus accueillant du monde. C'est important pour les Colombiens de bien accueillir les gens, aussi pour une histoire, l'histoire du pays en fait. La Colombie pendant longtemps c'était vu pays dangereux, pays où il faut pas venir, donc c'est important, c'est presque un effort national pour les Colombiens de maintenant prouver, non les gars, Pablo Escobar, tout ça c'est pas nous, on fait la danse, on mange bien, on chante, on fait la fête, c'est vraiment, enfin c'est aussi pour ça je pense qu'ils sont aussi sympas, c'est que c'est un effort, ils doivent prouver au monde que c'est pas ça la Colombie, c'est pas les narcos. Medellín, c'est pas la guerre, Medellín, c'est la ville où il fait le mieux vivre que j'ai fait dans tout le monde. Tu vois, c'est la ville du printemps éternel, ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Il fait un temps magnifique. La ville est super pour les touristes, pour les gens de l'extérieur. C'est une ville sublimissime. Évidemment, un vol, etc. Mais comme n'importe quelle ville, en vrai, tu vas à Paris sur les Champs-Élysées, mets ton portefeuille en bord de poche, tu l'auras plus au bout de 10 minutes. C'est pareil, tu vois. Et non, du coup, très gentil déjà de manière générale, les Colombiens. Et en plus, d'une tendresse folle quand je disais que j'étais adopté, en fait. Que je disais que j'étais de là. Ça les touchait quand même. Ça veut dire quelque chose quand même pour eux, que je venais de là. Ils respectaient mon côté français, mais j'étais quand même je faisais partie de l'équipe. C'est ça, ils devaient avoir un certain... Ouais, t'accueillir d'une manière différente. Bien sûr. Ouais, vraiment chaleureux, très gentil. Tu vois, il y a des endroits, je payais moins cher que Jules pour certaines activités, parce que j'étais colombien. Quand même, tu vois. Bon, après, il y a des fois, parce que c'est des parcs nationaux, c'est normal, j'ai la nationalité, je paye moins cher. Mais il y avait des fois,
au supermarché, je payais moins cher que Jules, ou pas dans les supermarchés, mais dans les, tu vois, les petites haciendas, les petits trucs de rue, oui, je vais payer un peu moins cher. Et ouais, vraiment une tendresse. Et puis quand tu leur dis que t'es adopté, souvent ils comprennent que du coup, peut-être famille, environnement, pas facile. Et encore une fois, c'est des gens très gentils. Donc ouais, j'aime trop les Colombiens, vraiment j'aime trop les Colombiens, ils sont trop incroyables. Mais j'adore, et aussi que tu te sens à l'aise de des fois partager ton histoire avec eux. Est-ce que tu penses que c'était plus facile de parler de ça avec des Colombiens ou avec des Français? Est-ce qu'ils avaient une vision différente? Ah, ouais, je pense que ça faisait chaud au cœur aussi parce que sur des petites choses, ils m'ont appris beaucoup de choses, les Colombiens. Quand j'en parlais, quand je disais d'où je venais, je viens pas de Bogota, moi par exemple, je viens d'une ville qui s'appelle Soacha, qui est dans un département qui s'appelle Cundinamarca. Et c'est une ville très dangereuse en fait. C'est juste collé à Bogota d'ailleurs, mais c'est extrêmement dangereux. Et donc ce que j'ai fait par exemple la première fois que j'ai parlé à un Colombien de mon adoption, bah, j'ai dit bah voilà, moi je suis adopté, je suis né à Soacha, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok? Et là il m'a fait des grands yeux, mais j'ai jamais vu quelqu'un avec des yeux qui sortaient comme ça. Il m'a dit non, tu n'y vas pas, c'est très 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 dangereux. Et en plus j'étais avec mon ami blond aux yeux bleus, il m'a fait comprendre, mais vraiment tu vois il me l'a répété juste avant que je parte parce que c'était dans une auberge de jeunesse qu'on s'est croisés. Il est revenu me voir, il m'a dit n'y va pas, tu vois. Et c'est con à dire, mais du coup, bah, c'est un petit peu d'informations que j'ai pris sur mon histoire, en vrai. C'est que, voilà, Swatcha, moi, je suis peut-être aussi le résultat de ça, en fait, de ce climat à Swatcha compliqué. Et moi, ça m'a rassuré parce que c'était pas que ma faute, tu vois. Enfin, Oui, le fait d'être abandonné, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a tout un contexte autour et... Voilà, exactement, ouais. En fait, j'y suis pas allé, du coup, à Swatcha. Mais t'apprends des choses. Et quand moi j'ai grandi, je me suis souvent dit, je suis abandonné, c'est un peu ma faute en vrai. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a le côté traumatique, c'est que adopter égale, enfin, non, tu vois, je le dis comme ça, mais on ne voulait pas de toi en fait, tu vois. Oui, il y avait en fait, des c'est pas conditions ça. qui faisaient que c'était pas possible que tu Voilà, restes en fait, là, c'est quoi. ça. Et c'est en grandissant où t'apprends, tu vois. Tu te dis, mais pendant des années, moi j'étais, je le verbalisais pas, mais j'étais convaincu que le problème venait de moi, tu vois. C'est parce que j'étais pas, alors que j'étais un bébé, donc c'était pas vraiment ma faute, mais inconsciemment, c'est gravé. Enfin, moi, c'était, en tout cas, pour moi, je dis pas que c'est le cas pour tous, mais c'était gravé dans ma tête que c'était ma faute, en vrai, quelque part. C'est que j'étais trop quelque chose. J'avais, ou pas assez quelque chose, tu vois. Mais j'en étais convaincu, tu vois. Enfin, et c'est pour ça que c'était douloureux aussi. Mais là, ça t'a aidé? Ouais, ça m'a aidé. Je pense je vais quand même traîner. C'est un peu ce truc-là. Même peur de l'abandon. Tu vois, moi, j'ai une grosse peur de l'abandon. Je déteste ça. J'ai très peur, j'ai très anxieux vis-à-vis de ça. Alors que jamais abandonné par ma famille et tout. Hein. Mais oui, mais tu sais que... tu gardes ça quand même. Tu vois, je pense que tu gardes certaines choses. Et voilà, c'est tout ça le travail en fait de grandir. Pareil, pour les enfants adoptés, souvent un step en plus, une étape en plus dans le raisonnement, c'est quand tu as toi-même tes propres enfants. Parce que tu transmets quelque chose, donc tu as envie de t'approprier quand même aussi ce que tu transmets. Parce que à mon enfant, il sortira, il sera pas tout blanc. Tu vois. Donc pourquoi en fait? Pourquoi il est pas tout blanc? D'où ça vient? Qu'est-ce que j'en fais moi aussi? Est-ce que du coup c'est un français métis? Non, parce qu'en fait mon enfant, oui il sera métis, mais moi je suis pas un métis. Moi je suis 100% colombien. Et donc je pense qu'il y aura plein de il y aura plein de raisonnements à avoir. Et peut-être que ça fera évoluer tous ces petits. C'est pas des traumas, je trouve que c'est un peu dur parce qu'en vrai, on m'a rien fait, je suis en très bonne santé et tout, machin. Mais il y a des blessures, des cicatrices, on va dire, des cicatrices. Ouais. Mais c'est aussi ok de dire que c'est des traumas parce que c'est pas parce qu'il y a des choses pires qui arrivent que tu peux pas dire que c'est quand même des traumas. Non, mais oui, en vrai, évidemment, ça on pourrait qualifier ça de trauma. Juste moi, j'ai eu beaucoup de chance. Sur tous les aspects de ma vie, sur les parents que j'ai eus, sur l'endroit où j'ai grandi, enfin... En vrai, c'est ok. Et trauma... En fait, ce qui me dérange avec le côté trauma, c'est aussi que personne ne me l'a vraiment infligé. C'est moi qui me le suis infligé tout seul. Tout ce chemin, tous ces trucs de pensée, c'est moi, en fait, qui me les inflige. Personne ne m'a jamais dit que c'était ma faute si j'étais abandonné, tu vois. C'est quelque chose que je me mets tout seul dans la tête parce qu'il y a eu un événement qui, en vrai, est même pas vraiment malheureux. En vrai, depuis que j'ai 1 an, je vis dans la classe moyenne française la plus normale, tu vois. Donc non, tu vois. C'est pour ça que ça me dérange de dire trauma. Vous
venez d'écouter la partie 1 de l'épisode avec Léo. Il y aura une deuxième partie dans 2 semaines. En effet, l'épisode était trop long, nous avons dû le couper en 2. Merci pour votre écoute, and see you in the next episode.